Alors très bien, bonjour à tous d'abord et à toutes ici parce que j'ai le plaisir de venir ici pour la première fois bien sûr. Et je remercie Josiane et Jean-Pierre de venir, de m'accueillir ici pour cette intervention, donc débat. Je remercie aussi bien sûr tous les Gilets jaunes qui sont là aussi parce que nous sommes aussi Gilets jaunes et depuis le 17 novembre, et nous intervenons un peu partout. Moi je suis personnellement nantais, mais j'interviens aussi par ici, bien entendu, sur les ronds-points. Donc ça c'est un mouvement extrêmement important que je soutiens depuis de nombreuses années. Enfin de nombreuses années, je veux dire, avant il y avait quelque chose avant les Gilets jaunes, mais surtout depuis bien sûr l'émergence des Gilets jaunes. Je voudrais aussi souligner que c'est effectivement un mouvement qui doit prendre de l'ampleur et surtout ne pas s'éteindre, mieux se structurer politiquement et avancer vers effectivement une visibilité plus grande et aussi une éducation populaire, donc pour effectivement élever le niveau de citoyenneté dans ce pays. Et donc c'est effectivement la raison qui m'amène à être un peu partout sur le terrain en tant que, je pourrais dire, éducateur ou informateur sur le monde de la finance et aussi sur l'économie parce que l'ensemble est lié et finalement sur un peu tout parce que, comme chacun le sait, tout est lié dans ce monde et qu'en réalité, lorsqu'on veut pouvoir réellement intervenir de manière correcte, il faut pouvoir se pencher sur tous les aspects et notamment des aspects qui jusqu'à maintenant sont relativement inconnus pour beaucoup de gens, c'est-à-dire les aspects de la finance. Alors la finance, à première vue, c'est quelque chose qui semble un peu compliqué, mais qui ne l'est pas autant qu'on le pense. Chacun d'entre nous, la plupart des gens ici n'ont pratiquement pas fait, n'ont pas eu d'études de finance, d'économie, beaucoup non plus, ne les ont pas eues. Notamment même dans le milieu ingénieur scientifique, l'économie, pouf, passe complètement à l'ombre et on ne s'intéresse pas à ce sujet-là. La finance, c'est encore quelque chose d'un peu plus secret, d'un peu plus opaque, dont l'opacité est entretenue d'ailleurs savamment pour éviter que le citoyen perçoive réellement tout l'ensemble des choses qui se produisent derrière la finance. Et donc c'est un sujet qu'il faut effectivement développer et que je vais donc développer ici avec donc une approche que je vais vous préciser là maintenant. Et alors sachant que sur le plan pédagogique, donc si vous pouvez m'interrompre de temps en temps, vous levez la main, hein, si vous avez quelque chose qui vous, comment dire, qui vous dérange ou un terme qui ne vous paraît pas clair ou même contester quelque chose, il n'y a pas de souci. Il faut que ce ne soit pas trop souvent parce qu'en fait il faut que je puisse développer une argumentation et présenter une certaine transmission de certaines choses que je ressens et que j'ai accumulées depuis de nombreuses années. Voilà. Donc pourquoi je suis devant vous? Parce qu'en fait j'ai aussi 3 enfants, qui ont, pour certains, qui ont 27, 23 et 21 ans. Et j'ai pris conscience que le monde aujourd'hui, de par un problème financier, part un peu à sa perte et est en train de perdre les pédales par rapport aux années 70. Et donc, en fait, pourquoi on peut constater cela? C'est parce qu'en fait, depuis de très nombreuses années, le monde de la finance travaille en totale opacité. C'est-à-dire que c'est bien un des secteurs sur lequel on a vraiment le moins de transparence. Et alors on peut se poser la question, mais pourquoi n'a-t-on pas plus de transparence sur ce milieu-là? C'est quand même étonnant. Il faut le dire qu'il n'y a aucune raison qu'il y en ait autant. Alors, ça nous amène effectivement à nous poser un certain nombre de questions sur, on va y venir là donc, progressivement, sur la finance elle-même, mais aussi sur la philosophie économique qui conduit le monde. Alors, on va y venir progressivement, et donc je vais vous faire plonger là maintenant dans le monde de la finance, brutalement, en prenant une première date, qui est effectivement 2008. En 2008, c'est la crise financière de 2008, et avec la crise financière de 2008,
c'est 24 000 milliards de dollars qui partent en fumée en l'espace de 3 mois à l'ensemble des places boursières occidentales. Et ça, c'est très important occidental parce qu'effectivement, l'impact a été beaucoup moins grand sur les pays asiatiques. Et du coup, d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors que l'Occident était plutôt en haut, eh bien, il a pris un coup, il a baissé, et de l'autre côté, l'Asie est montée. Et effectivement, on peut constater ça. Il y a aujourd'hui une sorte de leadership qui a un peu basculé, il y a un rééquilibrage, peut-être souhaitable, mais en tout cas, il y a quelque chose, on a perdu ce leadership qu'on avait sur le plan financier. Et ça, c'est encore aujourd'hui quelque chose qui pose problème avec la crise financière de 2008. Et ce qui est derrière cette crise financière de 2008, donc 24 000 milliards de dollars qui part en fumée, mais bon, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire 24 000 milliards de dollars? Ça ne nous parle pas à personne. Sauf que, malgré tout, 24 000 milliards de dollars qui part en fumée, si on dit que, par exemple, la dette publique cumulée de la France est de 2 000 milliards, quasiment, presque 2 000 milliards, déjà on voit le rapport. 24 000 milliards de dollars et 2 000 milliards. C'est pas pareil. Hein. Vous voyez, et pourtant la France reste un des 5 puissances économiques, et donc il y a un problème derrière ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? La crise financière de 2008, tout le monde a entendu parler effectivement de la crise des subprimes. C'est de là-bas que ça part, c'est-à-dire des États-Unis, avec une situation très particulière où on prête de l'argent énormément, on prête énormément d'argent à des gens qui construisent des maisons, mais ils n'avaient pas les moyens par la suite de pouvoir rembourser. On le savait très bien, c'est un risque prudentiel, la prudence n'a pas été respectée et le risque a été pris totalement. Qu'est-ce que c'est que le métier de banquier d'abord, en premier truc, c'est de faire accorder des crédits, prêter de l'argent. Et prêter de l'argent, il y a bien sûr le fond du métier pour prêter de l'argent, c'est je peux prêter ou je ne peux pas prêter. Je prends un risque ou je ne prends pas de risque. Et donc un vrai métier de professionnel banquier, c'est d'évaluer ce risque sans aller trop loin et en faisant attention. Or, manifestement, ça n'a pas été le cas. Et donc ils ont fait des prêts en quantité, et qui étaient en plus des prêts hypothécaires, parce qu'ils n'étaient pas complètement fous. Ils se sont dit, si on échoue, les gens ne rembourseront pas, mais nous, par hypothèque, on récupérera bien sûr la maison. Et c'est effectivement pour une grande partie ce qui s'est produit, mais tout le monde ici sans doute a déjà vu ces images de quantité de maisons à l'abandon qui étaient habitées par personne et qui étaient invendables parce qu'ils en ont tellement fabriqué, ils ont tellement créé de l'argent qu'en réalité ils ont fait construire des quantités de maisons avec des gens qui étaient incapables de payer la totalité, et donc au moment où ces maisons sont tombées dans l'escarcelle, si on peut dire, des banques, eh bien, les banques, qu'est-ce qu'elles devaient en faire? Elles auraient dû les vendre, mais elles ne pouvaient pas les vendre puisqu'elles en avaient fait des quantités absolument invendables. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, les banques se sont progressivement effondrées sur cet fait-là que finalement, elles étaient incapables de rembourser totalement et de récupérer totalement l'argent. Et donc, ça a eu des conséquences énormes parce que c'est une grosse bulle spéculative qui est née là-dessus, où on a énormément créé de maisons un peu partout, d'ailleurs en Europe aussi, en Espagne aussi, ça a été le cas. Vous avez entendu parler de ça aussi, parce que ce n'était pas simplement aux États-Unis, mais c'est aux États-Unis que ça a pris une ampleur absolument incroyable et complètement dingue. En Espagne aussi. Voilà, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, et ça c'est une première notion qu'il faut bien retenir, c'est que quand vous allez à la banque, hop, on revient un peu sur le concret du terrain, quand vous allez à la banque et que vous allez chercher pour un prêt, un emprunt, d'où pensez-vous qu'il sorte l'argent? De nulle part. Alors, précisez votre pensée, tout à fait. Ce sont des lignes de crédit. Oui, alors virtuel. Voilà, virtuel, c'est-à-dire. Alors, mais il faut le préciser encore plus, c'est-à-dire que par un clic,
ils créent sur un ordinateur de l'argent, qu'ils mettent effectivement en négatif, en bilan négatif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cet argent, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Les banques n'ont absolument pas l'argent qu'elles prêtent. Exactement. Mais lorsque vous discutez, et moi ça m'est arrivé d'être devant 100 personnes et de poser la question à 100 personnes, eh bien il y a très peu de gens qui vont vous dire que effectivement ce que vous avez dit et bien sentir ce qui est derrière. C'est-à-dire qu'en fait, ils le créent d'un simple clic de la main en disant je crée tant d'argent et derrière je le mets bien sûr en négatif sur mon bilan et progressivement au fur et à mesure que la personne va rembourser, je vais le passer de par exemple de moins 50 000, moins 30 000, moins 10 000, etc. jusqu'à ligne 0. D'accord? Donc ça, alors ça on peut se dire en quoi ça peut être gênant cette affaire-là. C'est qu'en réalité c'est un privilège exorbitant que je considère un peu exorbitant, mais pas très mesuré, qui a été donné effectivement aux banques, de banques privées commerciales, c'est bien, entendons-nous bien, c'est-à-dire BNP Paribas, Société Générale, Crédit Mutuel, Banque Populaire, de pouvoir créer de l'argent à partir de rien. Simplement, c'est un pari sur l'avenir. C'est-à-dire que cet argent-là qui va être remboursé à fur et à mesure, c'est parce que la personne qui va en profiter va créer des richesses qui vont lui permettre de rembourser au fur et à mesure. Voilà. C'est effectivement sous cette forme que ça fonctionne. Donc ça, c'est un problème majeur. Alors ça ne remet pas forcément en cause pour une banque privée commerciale de créer de l'argent, mais ça suppose de ne pas la créer n'importe comment. Et donc ça suppose des contrôles par les citoyens. Or, vous savez très bien qu'une banque privée commerciale, il n'y a aucun contrôle de citoyens autre qu'à travers les conseils de surveillance, c'est-à-dire les conseils d'administration. Alors les conseils d'administration sont des conseils, lorsqu'on va dans le détail, il y a eu des articles très très bien qui sont sortis là-dessus sur Le Monde, eh bien on regarde, un conseil d'administration c'est de la consanguinité. C'est-à-dire qu'en réalité, le banquier qui est à Société Générale est aussi au conseil d'administration de la BNP Paribas, etc. Donc c'est une consanguinité totale qui met tous ces gens-là dans une possibilité de non-surveillance, d'impunité la plus totale et de contrôle absolument nul. Voilà pourquoi on est ici dans un système qui a progressivement, à partir des années 80, changé. C'est pour ça aussi qu'on a été une période qu'on a surnommée les 30 Glorieuses, où ce contrôle était effectué. Et dans une période, on est passé dans une période des 30 piteuses et autres, où là, manifestement, ces contrôles-là, pouf, se sont complètement évaporés, sautant les uns après les autres, à travers les époques, à travers des pressions, bien sûr, du monde de la finance sur le politique, et ça a progressivement fonctionné. Derrière cette approche-là, il y a bien sûr une philosophie particulière économique qui est la philosophie ultralibérale ou néolibérale, c'est-à-dire de ne plus être, alors là il faut que j'explique les termes, de plus être dans un libéralisme régulé, mais dans un libéralisme ultralibéral, c'est-à-dire qu'il n'accepte plus régulation, débridé totalement, ou ce qu'on appelle aussi le néolibéralisme, quand on fait allusion à la chronologie dans le temps. C'est le nouveau libéralisme après le libéralisme classique. Donc, ce qui est en cause là-dedans, c'est pas à la limite la philosophie libéraliste. Parce que s'il y a un contrôle des citoyens derrière, ça restera régulé. C'est en fait ce dérapage qui s'est opéré à travers les époques sur la philosophie, c'est-à-dire la manière de conduire la finance dans une économie. Et ça, c'est très grave, parce que ça a impacté considérablement la suite de l'existence de toutes les sociétés occidentales, la France et autres pays. Et je vais vous l'expliquer comment, à travers quoi. Alors, on a dit, je reboucle, et je reviens aux 24 000 milliards.
les 24 000 milliards de dollars qui sont partis en fumée ont eu pour conséquence, vous vous rappelez, je vous l'ai dit, d'empêcher les banques de pouvoir rentrer dans leurs fonds et donc de les effondrer. Vous savez que ce qui s'est produit par exemple à la City de Londres, la City de Londres c'est le grand centre financier de toute l'Europe, qui est également un trou fiscal, c'est-à-dire que c'est un endroit d'évasion fiscale extrêmement important, c'est là qu'il y a beaucoup d'évasion fiscale. Le Wall Street, qui est l'équivalent de la City de Londres aux États-Unis, eh bien c'est au moment où ça s'est effondré comme ça, un certain nombre de banques, vous avez entendu Lehman Brothers, peut-être ça vous dit quelque chose, elle s'est effondrée et on l'a laissé s'effondrer. Et quand on l'a laissé s'effondrer, on a mesuré que ça allait être un domino de cartes qui allait s'effondrer, parce qu'effectivement, derrière, toutes les banques s'étaient complètement repassées un certain nombre de, je dirais, de cartes Mistigri. Il n'y avait plus que des cartes Mistigri dans le jeu. Vous savez, dans ce jeu, le Mistigri, c'est la carte qu'il ne faut jamais avoir. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que, vu qu'il n'y avait plus de régulation, un certain nombre de produits financiers, créés par des financiers, et qui étaient dangereux, risqués, ont été titrisés, c'est-à-dire ont été divisés dans plein d'autres produits financiers qui ont continué d'être vendus. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un financier? Un financier, de quoi il vit? Il vit de la fabrication de produits financiers. Ben oui, parce qu'un produit financier, il va le vendre, il va toucher des intérêts après, ou alors il va le vendre à une autre structure, donc il va s'en débarrasser, un hedge fund ou un truc comme ça, et puis il va refiler le Mistigri à d'autres cartes, c'est-à-dire le Mistigri dans le sens si les produits financiers sont véreux ou sont extrêmement risqués. Et c'est ce qui s'est produit, c'est-à-dire qu'en fait, en fabriquant des produits financiers, ils en fabriquaient en quantité de plus en plus importante parce qu'il n'y avait pas de frein derrière. On pouvait fabriquer autant de produits. Et la titrisation, c'était le fait de dire pour un banquier, putain, j'ai fabriqué un produit pourri, je sais que je le récupérerai jamais, mais c'est pas grave. Je viens de toucher un peu de pognon sur ce produit financier que je viens de faire, je vais le diviser et le partager en plein de petits morceaux que je vais mettre dans d'autres produits financiers que je vais créer et que je vais revendre ailleurs. Et comme ça, par cette forme de division, ça a permis effectivement, lui, de se débarrasser de son risque qui allait l'effondrer totalement, et d'autre part, de pouvoir le revendre à quelqu'un d'autre. Je vous dis, cette carte Mistigri, qu'on essaye de se repasser en essayant de s'en débarrasser. Et bien c'est ce qui s'est produit. Et il y a eu beaucoup de cartes Mistigri, des quantités de cartes Mistigri absolument incroyables qui malheureusement sont venues impacter l'Europe, et notamment toutes les banques européennes. Et donc toutes les banques se sont retrouvées dans une situation domino épouvantable, où en fait, si elles avaient été considérées, ce qu'elles sont d'ailleurs, si elles avaient été considérées comme des entreprises comme les autres, eh bien, elles auraient toutes mis la clé sous la porte. Entendez bien, elles auraient toutes mis la clé sous la porte. Et ça, c'est quand même incroyable, parce que personne n'en a trop entendu parler, mais c'est incroyable. Juste une petite chose, en 2009, Christine Lagarde est ministre de l'économie du gouvernement de M. Sarkozy. D'abord, M. Sarkozy ne dit rien, bien sûr, sur cette crise. Il n'en fait rien. Il fait juste une petite conférence discrète, dont personne n'a entendu parler, où il sermonne très gentiment les banquiers réunis en disant bon, faut arrêter de déconner, etc. Mais vraiment, n'importe quoi. Et surtout, il n'en parle pas à la population, bien entendu, parce que les gens se seraient précipités pour aller récupérer leur argent. Bien sûr. Donc il ne le fait pas. Mais il y avait quand même un devoir d'information qui n'est pas fait. Et donc dans cette affaire-là, en 2009, eh bien, dites-vous bien que, pour vous montrer l'état de délabrement que des grandes banques, 5e banque d'Europe comme BNP avait, BNP Paribas vient faire toc-toc au guichet national de Christine Lagarde, et vient faire quoi? Il y en a peut-être qui savent. Non. Il vient chercher 2,5 milliards d'argent en liquide.
En liquide, on ne savait pas même. À la France. Et vous savez pourquoi il vient les chercher? Parce que tout simplement, il est incapable d'approvisionner ses distributeurs de billets. Vous mesurez cinquième banque d'Europe. Ça fait peur. Quand on y pense, on dit à côté de quoi on est passé. Et un mois après, toc toc, il revient chercher 2,5 milliards encore de liquide. C'est absolument, c'est délirant. Je veux dire, c'est complètement délirant quand on en est là. Alors que ces gens-là brassent des quantités d'argent, ils ne sont même pas capables de récupérer l'argent parce que tout est totalement virtuel et puis surtout parce qu'ils étaient totalement effondrés financièrement. Normalement, ils devaient licencier tout leur personnel et mettre la clé sous la porte. En 2008, au moment de la crise, à la City de Londres, licencie à Noël, janvier, 60 000 personnes. Dans la City de Londres, 60 000 personnes, rien que sur la finance. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là brassaient de l'air en fait. Et comme ça fait, tout s'est complètement effondré, il n'y avait plus d'argent du tout. Parce que, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, toute cette titrisation, c'est-à-dire tous ces petits produits dérivés qui avaient été formés à partir des produits pourris, bah, tout d'un coup, les gens se sont rendus compte qu'il n'y avait rien dedans. Et alors là, ça a créé un vent de panique absolument général qui a été absolument incroyable, quoi. C'est là où Sarko avait réinsufflé de l'argent, là, au niveau bancaire? Bien entendu, bien sûr, puisque là, vous suivez tout à fait bien. Notre argent. Non, bah, bien sûr, c'est notre argent. C'est nous qui avons payé. C'est complètement incroyable. On a épongé des milliards et des milliards et des dizaines et des centaines de milliards pour rattraper toutes ces anomalies et ces comportements absolument cupides et scandaleux qui avaient été faits par le monde de la banque et de la finance. Ça respectait d'ailleurs. Hein. En France, ça commençait à respecter parce que les entreprises ne soufflent pas d'argent, on les laisse partir en liquidation. Bien entendu, bien entendu. Vous avez eu aussi, vous vous rappelez, c'est la période en 2009 où il y a eu des émeutes, des émeutes qu'on vous a bien cachées au sein de la City de Londres. Ah, je ne savais pas qu'il y avait des émeutes. Oui, parce que mais c'est remarquable, je veux dire, tout ce qui entoure la finance est entouré d'un écran de fumée, d'une opacité formidable, pour ne faire bien sûr aucun tort aux activités malsaines, parce que quand les activités sont malsaines, il n'y a pas 36 manières de les mener. Il faut les mener dans la plus totale opacité. Aujourd'hui, vous savez bien qu'il y a plein de révélations, les leaks. Les leaks, en anglais, c'est une révélation. Les LuxLeaks du Luxembourg, le Panama Leaks, les lanceurs d'alerte. Vous voyez bien que tout un tas de gens, les Swiss Leaks, bien sûr, oui, bien sûr aussi, ont opéré énormément de mise en lumière, on peut dire, face à cette opacité. Mais vous voyez bien que ça retombe presque aussitôt. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à les garder dans la lumière parce que tout est fait en sorte qu'on n'en parle pas tous les jours. Hein. Mais jusqu'à maintenant, tout ça, c'est resté un petit peu dans l'opacité. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il faut que ça sorte à un moment donné de l'opacité et qu'on remette de la régulation et qu'on remodifie effectivement un certain nombre de choses parce que effectivement, c'est pas acceptable qu'on joue avec notre argent à la roulette russe. Parce que c'est ça le problème, c'est que une banque, comment peut-elle prêter? Normalement, elle peut prêter, banque commerciale privée, elle peut prêter normalement à peu près jusqu'à 6, 8, 9 fois l'argent qui est dans les fonds propres de la banque. Et les fonds propres de la banque, qui c'est qui les approvisionne? C'est vous, c'est moi. C'est effectivement les gens avec leur richesse. Et lorsqu'il y a eu cette crise-là, il y avait zéro fonds propres, il n'y avait plus d'argent. Quand M. Pébreau, directeur de BNP Paribas, PDG de BNP Paribas, vient honteusement chercher les 2,5 milliards, c'est qu'il n'y a rien dans les fonds, il n'y a plus rien, il ne reste plus rien.
Donc vous vous rendez compte un peu de ça. Et en catastrophe, il est obligé d'aller chercher des fonds à droite à gauche, de ressortir de l'argent. Et d'ailleurs, qui a causé par la suite, parce que c'est ça, avec la crise de 2008, ça a causé aussi une certaine partie les émeutes de la faim en Afrique. Parce que la première chose qu'on fait, quand l'argent comme ça explose, on va le chercher où ? D'abord dans les pays où c'est plus facile et où ça se voit moins, et où il y a moins de contrôle, de législation. Donc là, on retire l'argent des endroits où on peut le retirer le plus vite. De même que, par exemple, la Grèce, c'est un petit pays, c'était facile d'écraser un petit pays. Donc c'est comme ça aussi que, à ce moment-là, c'est les faibles qui trinquent en premier. Mais les faibles qui trinquent en premier, c'est aussi la désorganisation sociale derrière, parce que quand l'argent s'est retiré d'Afrique, parce que les investissements, il fallait vite ramener l'argent pour sauver la face, eh bien, tous ces pays-là, brutalement, se retrouvaient avec des manques de capitaux, avec l'incapacité d'investir, et donc un frein terrible au développement de l'Afrique. C'est pour ça qu'ils s'est pas fait du coup aussi. On avait des problèmes d'immigration suite à tout ça. Bien entendu, et tout est lié, tout est lié. Et c'est aussi pour ça, par exemple, qu'il y a eu le Brexit aussi. Voilà. Parce que le Brexit, parce que bien entendu, ces 24 milliards qui sont partis en fumée, ça concernait un certain nombre donc, de produits qui étaient arrivés, produits dérivés, donc, comme je vous ai dit, il n'y avait rien dedans, mais qui ont été vendus à qui? À des hedge funds et hedge funds. C'est-à-dire des fonds à la marge qui essayent de faire beaucoup d'argent, parce que c'est comme ça qu'on les a appâtés pour qu'ils les achètent. Mais qui était là-dedans? Des caisses de retraite complémentaires ou des caisses de retraite normales, même de pension, notamment en Angleterre. Or, vous savez que l'Angleterre, pour prendre cet exemple, l'Angleterre est un pays qui ne marche pas comme nous. Il n'a pas une retraite par répartition, complémentée comme on a nous, avec éventuellement une retraite complémentaire qui peut être capitalisée. Ils ont entièrement une retraite capitalisée. Et donc, ils ont été pris de plein fouet. C'est pour ça que vous avez eu quelques reportages où on vous montrait des gens de 70 ans, 75 ans, qui se remettaient au travail et qui bossaient 80 ans parce que leur argent avait fondu comme neige au soleil. D'autre part, ceux qui étaient à l'étranger, vous vous souvenez peut-être, il y avait des Anglais qui étaient à l'étranger, qui ont quitté l'Europe. Pourquoi? Parce que tout simplement la livre sterling, ils ont été obligés de la dévaluer de 25 jusqu'à 25%. Donc ils ont effondré totalement à ce moment-là tout cet argent-là. C'est ce qu'on veut nous imposer sûrement à nous avec la nouvelle réforme des retraites. Oui, voilà. Ah oui, bien entendu, bien entendu. Parce que là, derrière ça, bien sûr, qu'est-ce qui s'est introduit derrière? Vous l'avez dit fort bien tout à l'heure, c'est on a volé au secours des banques. Parce qu'on s'est dit, comme ils disent en anglais, too big to fail. Ça veut dire trop grande pour les faire tomber. Parce qu'une autre entreprise, je veux dire, elle ne se gêne pas dans ce monde-là aujourd'hui. Hein. On ne regarde pas trop, paf, si elle ne plaît pas, hop, on la laisse tomber et puis c'est terminé. Mais non, ces banques-là, c'était too big to fail, c'est-à-dire trop grandes pour les effondrer. Et donc, vous voyez aussi là un aléa moral considérable, c'est que ces banques-là, elles peuvent continuer leur business. Oui. Puisque manifestement, qui est enfermé? Qui a rendu des comptes de tous ces banquiers-là? Personne. Alors, je pense que quelqu'un va me sortir Madoff. Personne ne le dit pour le moment. Non, mais Madoff, je veux dire, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est celui qui prend 1500 années d'enfermement. Il a pris moins que ça, mais il a pris au moins, il a pris 150 ans d'années de prison. En Islande, il y a des banquiers qui sont passés. Pas tous en même temps. Oui, parce que l'Islande est un petit pays de 250 000 habitants, à peu près, moins de 300 000 habitants, et que ce pays-là a été impacté de manière considérable parce que, à part les moutons et les geysers, il n'y a presque rien dans ce pays-là. Et en fait, ils étaient totalement sur le boursicotage et donc sur la fructification virtuelle de leur argent à travers les banques. Et donc ils vivaient beaucoup de ça. C'est pour ça que le niveau de l'Islande avait monté artificiellement de manière considérable, comme d'ailleurs celui du Luxembourg. Le Luxembourg a un niveau de vie qui est complètement faux, parce que d'ailleurs, si vous allez vivre là-bas, moi j'y suis allé faire quelques tours, je peux vous assurer que quand vous allez à un restaurant, la note est salée. C'est comme en Suisse aussi, quand vous allez dans un restaurant, la note est salée. Mais ces gens-là, ils peuvent avoir des salaires plus élevés,
ils gagnent moins bien leur vie que nous. Et ça, je peux vous assurer. Et parce qu'en plus, il y a tout un tas de choses qu'il faut qu'ils payent, des assurances santé absolument à des prix exorbitants. Enfin bref, voilà. Donc, vous voyez toute cette évolution qui se crée, comment tout ce monde-là va progressivement évoluer et comment le monde de la banque va se retrouver piégé dans une situation où il n'y a pas de fonds et où il n'y a pas de fonds, mais pendant très longtemps. Aujourd'hui, les banques sont toujours en manque de fonds. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a ce qu'on appelle les directives de Bâle, le Bâle 3, qui vérifient la capacité des banques à pouvoir rembourser. Et elles n'arrivent absolument pas. C'est là que, parce qu'on dit, pour rassurer les gens, on vous dit quoi qu'il arrive, vous avez un minimum qui vous sera rendu sur vos avoirs. Et il y a 3 ans, la Banque d'Espagne a fondu le plomb à Madrid, et on a vu à la télé des milliers de personnes qui se précipitent à la banque, et alors qu'il n'y a pas d'argent, le ministre de l'économie est obligé de dire, attendez, on va essayer de régler ce problème, mais il n'y a plus de fonds. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et il rassure avec ça aussi. Bien sûr. Mais il y a des copains qui te disent, n'importe comment, on a une garantie bancaire que quoi qu'il arrive, on sera remboursé jusqu'à 100 000 euros. 100 000 euros, c'est ce qu'il dit en France par exemple. Voilà. Mais effectivement, donc alors, là maintenant, on était sur les banques. Vous avez bien compris qu'il y a quelque chose qui s'est opéré, c'est que, alors je ne sais pas si je vais prendre par là ou je vais passer tout de suite sur les dettes publiques, parce que maintenant il faut comprendre, puisque on a volé, on va continuer comme ça et on reviendra après. Puisqu'on a volé au secours des banques, on a volé au secours des banques par dizaines et par centaines de milliards. Les États-Unis d'ailleurs, parce que les 2 pays les plus impactés par cette crise financière, ça a été bien sûr ceux qui avaient Wall Street, c'est-à-dire les États-Unis, et ceux qui avaient la City de Londres. Ce sont les 2 pays qui ont été les plus impactés. Mais ce n'est pas ce que vous entendez beaucoup, parce que, encore une fois, ils n'ont pas fait trop de publicité là-dessus. Mais c'est de loin les 2 pays qui ont été les plus gravement impactés. L'Europe ayant aussi beaucoup trinqué, parce que, comme vous l'avez compris, un certain nombre de fonds à la marge ont sauté sur ces produits pourris, les mistigris, et ils ont récupéré une quantité d'argent qui était que de la monnaie de singe, il n'y avait rien dedans. Alors, vous pourriez vous dire, mais comment ça se fait qu'ils ne le savaient pas? Mais parce qu'on est dans le monde de l'opacité bancaire. C'est-à-dire que même les gens qui faisaient la titrisation, c'est-à-dire qui avaient le premier produit pourri et qui allaient le diviser pour diminuer les risques, en fait, vous comprenez bien que s'ils divisent les risques, ils mettent que des risques partout. À bout d'un moment, il n'y a plus que du risque. Donc c'est des produits toxiques, ce qu'on appelle des produits bancaires toxiques. Mais, entre-temps, ils les vendent à chaque fois. Ils les vendent et ils s'en débarrassent. Et donc après, ils laissent comme ça, en l'état, les choses. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, dans ce système-là, il a fallu essayer de sauver les banques. Puisque c'est le choix qui a été fait, à part Lehman Brothers. Mais pour les autres, il fallait les sauver. Et quand on les a sauvés, on a arrosé donc des centaines de milliards. Et en arrosant des centaines de milliards, on a bien sûr, enfin pas des centaines de milliards, mais quand même bien une centaine de milliards, voire 200 milliards. En Europe, on est venu jusqu'à 500 milliards. Il y a eu 800 milliards aux États-Unis aussi. Donc ça a été extrêmement énorme. Mais bien sûr, cet argent-là, on l'a pris à qui? On l'a pris dans les caisses de l'État, d'une certaine manière. Et sauf que pour certains, on les a mis sous forme de garantie. C'est-à-dire qu'en fait, on ne les a pas donnés, mais on a garanti. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui avez l'épée de Damoclès sur la tête. Si demain, ils n'y arrivent pas à refaire leur truc, c'est l'État français qui a pris la décision de dire je garantis cet argent-là, alors qu'en fait, peut-être que personne ne la récupérera et que les banques resteront dans cet état-là. Donc ça, c'est le problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en même temps en 2009? Rappelez-vous, en 2009, et là encore, on ne vous le dit pas trop, il y a eu une opération, il y a eu la création de Pôle emploi. Vous vous souvenez vaguement? C'est-à-dire qu'on a fusionné à cette époque-là l'ANPE et la SIDIC. Tiens donc, pourquoi donc?
Parce que tout simplement, il y a eu plus de 700 000 chômeurs dans l'année 2009 en France. 700 000 chômeurs brutalement. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Et l'année d'après, on a continué à en avoir plein, bon 100 000 ou 200 000, mais on a mis du temps à pouvoir rattraper un peu et être moins en situation de difficulté. Mais aujourd'hui, c'est clair qu'à ce moment-là, on a pris énormément de chômeurs. Et le Pôle emploi n'a rien été fait pour autre chose que de se dépêcher d'indemniser les quantités de gens qui allaient arriver, bien sûr, à vos assédiques et autres, et qui n'auraient pas pu être dans le système normal pris, parce que tout simplement, il n'y aurait pas eu de ces gens pour pouvoir absorber cette chose-là. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est d'abord, juste un exemple, remettre ce que Roosevelt, le président Roosevelt, après 1929 a émis, qui s'appelait le Glass-Steagall Act. Le Glass-Steagall Act, c'était quoi? C'est qu'il s'était rendu compte que les banques avaient pris une importance trop grande et n'étaient plus simplement dans un rôle de banque d'épargne prêt-crédit, mais elles étaient également dans un rôle d'épargne prêt-crédit, mais aussi banque d'affaires, allant sur les assurances, allant sur plein d'autres secteurs. C'est ce qu'on appelle des banques un peu généralistes, ou qui font un peu de tout et qui brassent un peu de tout. Sauf que brasser de tout, c'est inquiétant, parce que vous, quand vous mettez votre argent, vous n'attendez pas à ce qu'il soit rémunéré beaucoup, parce que plus il est rémunéré cher, généralement, plus c'est parce qu'il y a une prise de risque énorme. Mais s'il y a une prise de risque énorme, ça peut faire pchit, c'est-à-dire que vous pouvez tout perdre. Donc, quand vous mettez votre argent et que vous travaillez en économie productive, 1, 2%, 3%, ça peut être ce que vous pouvez en attendre raisonnablement. Quand c'est au-dessus, soit c'est un coup fumeux, soit ça peut arriver quelque chose qui marche très bien, mais méfiance, parce que la plupart du temps, ce sont des financiers qui essayent de vous vendre des produits que vous ne devriez pas prendre. Exactement. Voilà. Mais pour le savoir, le problème, c'est que vous ne le savez pas, et même les cabinets de conseil d'optimisation fiscale, d'ingénierie fiscale, qui créent des produits, ou d'ingénierie bancaire qui créent ces produits-là, ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Parce qu'ils récupèrent un produit, ils ont comme rôle de le titriser, de faire d'autres produits qu'ils vont revendre, etc. Et eux, ils vont faire des choses, mais ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Donc on est face à une opacité des plus opaques, des plus extraordinaires, qui font que, bien sûr, comment un contrôle peut s'organiser là-dedans? D'autant plus qu'en fabriquant tous ces produits-là, en fait, tous ces produits-là se dispatchent totalement dans l'ensemble de l'Europe et de tous les pays, et ça devient un magma complètement insoluble. Donc il faut faire comme quand il y a des maladies, on fait des isolations. C'est-à-dire voilà, c'est complètement... On sépare les banques d'affaires des banques... Voilà, séparer. C'est le principe même du Glass-Steagall Act. Hein. C'est tout à fait ça. On le propose certains, ça. Mais bien entendu, ça devrait être dans une revendication des Gilets jaunes. Exactement. Je ne l'ai pas vu marqué, mais je sais que... Non, mais attendez, je sais que certains l'ont dit. Mais évidemment, il faut être un peu spécialiste pour pouvoir le dire précisément. Mais moi, j'ai vu qu'en tout cas, c'est une des revendications, bien sûr, essentielles, de séparer les banques d'affaires des banques de dépôt, des dépôts emprunts. Ça, c'est important, parce qu'il n'y a aucune raison que l'argent crée la richesse productive, crée de l'économie réelle, c'est-à-dire celle que vous avez menée dans votre vie, soit jouée à l'économie casino par une finance folle qui vous emmène dans des chemins où vous ne voulez pas. Alors déjà, ils vous ont emmené, parce que lorsqu'il y a eu ces 24 000 milliards de dollars qui sont partis en fumée, ils vous ont emmené déjà sur ce terrain-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Gilets jaunes, vous êtes ici, là, et que moi je suis là aussi. Parce que je veux dire, s'il n'y avait pas eu ces problèmes-là, j'ai d'autres choses à faire, je ne me serais pas penché autant sur le monde de la finance.
Voilà. Mais là aussi, là, on dit ça, mais aussi quand si on prend la crise grecque Oui. et la pression qu'on a mise sur le peuple grec, ce n'était pas dans l'intérêt du peuple grec, c'était pour que nos banques puissent récupérer l'argent qui avait été mis là-bas, en particulier la Société Générale. Bien sûr, Société Générale, BNP Paribas et la Deutsche Bank aussi, la banque allemande. Ouais. Et bien sûr, c'était uniquement ça. Et d'ailleurs, la Troïka, vous avez entendu parler peut-être de la Troïka qui a été nommée, qui représentait en fait avec Mario Draghi, la Banque Centrale Européenne, le Fonds monétaire international, le FMI, qui était Christine Lagarde, et puis également le ministre allemand, bien sûr, Victor Schäuble, et puis bien sûr aussi le ministre, le président de la commission économique de l'époque qui était Moscovici. Et en fait, ces gens-là n'ont eu en fait... Pardon ? C'était pas Moscovici. Non, c'était pas Moscovici, c'était... attendez, je cherche le nom, j'arrive pas. C'était Sarkozy, c'était Christine Lagarde. Ah non, Christine Lagarde était au FMI. C'était... mais Moscovici, il est devenu après, commissaire à l'économie. Mais je cherche le nom, il ne me revient pas. Mais enfin, de toute façon, c'était du même genre. Et ce sont des gens qui étaient totalement à la solde des lobbies financiers. Parce que, bien sûr, comme vous le savez, et comme l'ont montré un certain nombre d'émissions, les lobbies sont extrêmement présents à l'Union européenne. Surtout le premier responsable, luxembourgeois. En plus, bien sûr, parce que ça c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir, forcément qu'ils sont très présents, puisque le président de la Commission européenne à l'heure actuelle, c'est ni plus ni moins Jean-Claude Juncker, qui est effectivement, qui va bientôt sauter, heureusement, mais j'ai beaucoup de doutes sur la suite de ce qui va venir. Et Jean-Claude Juncker n'est ni plus ni moins, et vous allez comprendre toute l'astuce, c'est l'ancien Premier ministre de Luxembourg, qui était devenu Premier ministre de Luxembourg parce qu'il était ministre de l'économie du Luxembourg et de la finance. Et pourquoi? Parce qu'on le remerciait d'avoir en fait fait de l'évasion fiscale à grande échelle par l'intermédiaire du Luxembourg. Donc vous avez tout compris, quand ces gens-là arrivent au sommet, bien sûr, des fonctions, on ne peut pas faire fonctionner l'Union européenne comme on voudrait. Et ça, c'est très grave, parce que ça a aussi discrédité à tel point l'Union européenne que j'en suis très inquiet et que par contre, je sais très bien que je ne voudrais pas la quitter et que je voudrais la changer de l'intérieur. Mais par contre, il faut très sérieusement mettre la main dedans et puis resserrer les choses. Alors, vous allez me dire, mais est-ce que c'est possible? Alors, les lobbies, il y en a plein. Pour vous dire simplement un ordre de grandeur. Il y a l'Union européenne a deux lobbies dans le monde de lobby financier. Il y a un grand lobby financier énorme qui gère 200 millions d'euros par an et qui fait pression sur tous les commissaires, etc., pour avoir et puis aussi les parlementaires, pour avoir tout dans leur bon sens comme ils veulent. 200 millions par an ils dépensent. C'est quand même assez considérable. Il y a 60 banques qui sont représentées et à côté, il y a une agence qui s'est créée, qui est une autre lobby, qui est le lobby en fait qu'a créé Pascal Canfin, qui est en fait qui est un député européen, Pardon? Il est là, lui aussi. Il est là aussi. Eh ben, il était là, oui, mais malheureusement, oui, mais attendez, là, à ce moment-là, il était encore nouveau député européen. Maintenant, il a vendu son âme au diable, ça c'est clair. Mais quand il était là, il avait participé à créer une agence qui aurait pu être extrêmement intéressante, qui était un contrepoids financier. Et il l'a fait très bien. Malheureusement, eh ben, je vais vous dire des choses, c'est que d'abord, ça représente que 2 millions d'euros, hein, à côté des 200 millions. On a compris combien ils peuvent peser. Pour être en lobby, donc ça c'est clair qu'ils ne peuvent pas avoir de place. Et puis en plus, petite information quand même assez croustillante, ils sont dans le même bâtiment que le gros lobby financier et ils partagent
et la machine à café et les imprimantes. Ça crée des liens. Formidable, c'est super. C'est super. Parce que vous voyez dans quel monde on navigue et pourquoi on est dans cette difficulté-là. Parce que s'il n'y avait pas ces problèmes-là, si on réappliquait toutes les règles, et je pourrais vous les citer, elles sont là, c'est celles qui sont d'ailleurs, peut-être que certains à un moment se sont penchés notamment sur le collectif Roosevelt 2012, eh bien tout est indiqué là-dedans, puisqu'ils sont penchés à fond au collectif Roosevelt justement pour utiliser tout ce qui a été fait. Donc collectif Roosevelt qui a d'ailleurs eu un prolongement mais qui a avorté avec Nouvelle Donne et qui était un parti avec la Rotorua, bien sûr, qui était un essai justement de redonner de la clarté et surtout de la vertu dans ce milieu-là. Et je vous invite, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, à lire ce bouquin qui est absolument remarquable de Yanis Varoufakis, qui a fait 500 pages sur le sujet, et qui s'appelle, qui est l'ancien ministre de l'économie et des finances au moment de discussion avec la Troïka. Il est resté 1 an et demi, 2 ans, il a tenu à peine, je pense, parce que c'était épouvantable. Il était face à un mur d'opacité et de yeux comptables qui n'avaient absolument aucun égard aux populations. Population, par ailleurs, je vous rappelle, qui voyait sa dette doublée, non pas du fait même de son propre peuple ou d'une économie productive qui n'était pas bonne, mais d'une spéculation boursière qui avait été menée sur les grandes bourses. Donc vous voyez le pourrissement qui est derrière ce monde bancaire, comment ils ont pu autant abuser du peuple et de tous les peuples. Alors aujourd'hui, faisons un transfert. Aujourd'hui, eh bien, progressivement, ça s'impose à tout le monde. Ça s'est imposé d'abord, et ils ont cherché à l'imposer, ce qu'ils appelaient d'ailleurs d'une manière extrêmement vulgaire, les PICS, c'est-à-dire qu'ils ont commencé après à se dire bon, on va aller faire la politique d'austérité dans les pays qui sont les plus pauvres et moins capables de se défendre. Donc ils ont choisi le Portugal, ils ont choisi l'Espagne qui est en difficulté, ils ont choisi un peu l'Italie qui a failli exploser. Alors là, ça aurait été plus grave encore parce que l'Italie était vraiment centrale dans l'Union européenne et là, ça aurait été terrible. Et vous vous rappelez, il y a eu un air professeur qui est arrivé soi-disant, qui s'appelait Mario Monti, qui est arrivé, d'ailleurs qui n'a même pas été arrivé démocratique, il est arrivé de manière, il a été imposé par le monde bancaire de Goldman Sachs, parce qu'il faut préciser aux gens que tous ces gens-là qui noyotent en haut sont issus de banques d'affaires et non pas de banques de dépôt et autres. Ce sont des gens qui sont effectivement d'un cynisme, d'une froideur, d'une arrogance et d'une bêtise aussi et d'une cupidité sans nom. Et ces gens-là, ils sont froidement là pour récupérer de l'argent et surtout faire un super écran de fumée sur toutes les conneries qu'ils avaient fait avant dans la finance folle. Oui, maintenant ils le font partout en Europe. Alors maintenant ils le font partout. Et c'est pour ça que nous on est ici, parce qu'effectivement, bien entendu, c'est un des objectifs de M. Macron. M. Macron n'a qu'une seule idée en tête, c'est justement de réduire cette dette, mais de la réduire sans tenir compte du tout du fait que ça devrait être les banques qui devraient les payer. Ça me faire payer. Bien sûr, bien entendu, et surtout pas. Vous savez d'où vient M. Macron, n'est-ce pas? Donc je n'ai pas besoin de il a traversé la rue. Tous de la banque Rothschild de Pompidou, lui. Pompidou est également sorti de la banque Rothschild. Il était fondé de pouvoir, lui. Je vous pas le rappelle. même homme quand même. Hein? C'est pas le même homme quand même. Si, Ah, parce qu'il a été gravement responsable d'une loi qui s'appelle la loi Rothschild de Pompidou. Et vous saviez ce que c'était? C'était en 1973. Et cette loi Rothschild-Pompidou n'a ni plus ni moins dit la chose suivante. Ce ne sont plus aux banques centrales de créer l'argent, mais qu'elle soit créée par les banques privées commerciales. C'est lui qui a enclenché le système. Voilà un des verrous qui saute. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire une chose terrible. Ça veut dire qu'avant,
le général de Gaulle, par exemple, qui était dans l'époque avant, pouvait investir de l'argent public à travers un emprunt qu'il pouvait faire à la Banque centrale. Un emprunt d'État. Et cet emprunt qu'il effectuait, il l'effectuait de l'ordre à 0,01% d'intérêt. Exactement. Lorsque, après donc le Pompidou arrivant au pouvoir, eh bien, qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, on a été obligé d'emprunter, enfin l'État a été obligé d'emprunter aux banques privées commerciales, mais les banques privées commerciales, sachez combien elles ont pris en taux d'intérêt? Eh bien, elles ont pris 2, 3, 4%. Au meilleur de la crise, la Grèce ne pouvait emprunter qu'à 17%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la Grèce, les pauvres, ils étaient en plus écrasés par ces scandaleux taux d'intérêt. Et donc ça a été pareil. Tous les pays des Suds, les PIGS là justement, donc j'ai pas fini de dire d'ailleurs parce qu'il y avait Portugal, Italie, Greece, donc la Grèce, il y avait aussi l'Espagne, donc c'était Spain, bien sûr l'Espagne, et puis il y avait aussi, alors, attendez je dis Spain. L'Irlande peut-être, hein? Oui, l'Irlande, voilà, c'est ça, l'Irlande. Alors les intérêts de la dette qu'on a payée depuis cette époque représentent exactement, ou à peu de choses près, le montant de notre dette aujourd'hui. Alors, notre dette aujourd'hui est l'égale de tout ce qu'on a payé en intérêt aux banques depuis cette époque. Oui, certainement. D'autant plus qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, alors on peut aller sur la partie compte public un peu parce que c'est intéressant. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'en réalité, on continue, bien sûr, de ne payer que les intérêts. Parce qu'on ne peut même pas rembourser le capital. Parce que en fait, la somme évolue de plus en plus puisqu'on continue de perdre en richesse. Enfin, parce qu'on fabrique moins l'économie productive, qui a pris un coup dans l'aile sérieux avec ça, ne produit moins de richesse. Donc si on produit moins de richesse, on arrive moins à rembourser. Et comme on rembourse moins, on arrive aussi parfois à emprunter. Et dans la loi de financement qui est bien sûr votée chaque année, il y a des débats énormes sur la somme qu'on va emprunter à l'extérieur pour boucler. Vous savez que c'est la même chose aux États-Unis. Et de manière catastrophique, vous entendez parler de ce mur toujours au mois de décembre, où les républicains bataillent pendant des mois en disant non, on ne va pas emprunter, parce qu'en fait, ils sont dans l'incapacité de payer les fonctionnaires là-bas. Vous avez entendu parler de ça maintenant. Et c'est un truc incroyable quand même. Le premier pays, une des plus grandes puissances. Et bien tout ça, vous le devez aux malversations financières qui sont effectuées en absence d'autorité de régulation de marché, d'agences de notation pourries qui jugent les produits financiers en disant que c'est bon alors que c'est pas bon, ou au contraire qui vont considérer que les pays ne méritent pas les emprunts, et donc ça veut dire que pour emprunter, il faut emprunter très cher, avec des taux d'intérêt très élevés. Donc vous voyez, tout ça, c'est une mainmise terrible. En fait, le principe, si vous voulez, ce qui s'est passé depuis 1980, parce que c'est à partir de 80 que ça saute tout ça, avec cette approche néolibérale, etc. Il faut laisser faire les banques, il faut que ça soit auprès des banques privées qu'on emprunte, parce qu'emprunter auprès d'une banque centrale, c'est prendre le risque de faire marcher trop la planche à billets, d'aller au-delà, d'amener à la banqueroute. Il n'y a aucune raison d'aller à la banqueroute. Parce qu'un pays comme la France, c'est pas une république bananière. On est capable de gérer l'argent que l'on secrète. Donc c'était une manière d'amener le pognon dans les mains du privé et de faire des affaires. Et ça a continué jusqu'à maintenant. Donc ces choses-là, avec la dette publique qui s'est créée, ça a pris de l'importance. Ainsi, par exemple, aujourd'hui, lorsque vous regardez le budget de la France, et notamment la partie dépenses, eh bien, vous voyez à peu près autour de 45-50 milliards, je ne sais même pas si ce n'est pas 60 milliards actuellement, le remboursement de la dette. Et le remboursement de la dette, c'est simplement le remboursement des intérêts de la dette. Et entre 45, 50, 60 milliards, on est sur un budget qui est entre le budget des armées et le budget de l'éducation.
Monsieur. Mais enfin, il devrait renégocier cette dette et à chaque fois rediscuter. Bien ça, entendu. Ça sort dessus. Alors les solutions, Puis, oui. moi, il y a deux réflexions en même temps. Ces tarifs pratiqués à 17%, c'est des tarifs usuraires. Je croyais que l'usure était interdite. Même à 5%, c'est usuraire. Même L'usure à est 5%, interdite, il y a une bien loi sûr. là-dessus. Et Bien sûr. sur les États-Unis, je ne comprends pas pourquoi ils ne peuvent pas payer les fonctionnaires, parce que les États-Unis fabriquent leur monnaie, non? Alors, les États-Unis fabriquent leur monnaie, mais les républicains veulent réduire la dette. Tout à l'heure, vous disiez que 2008 c'était pire que 39, que la crise de 29. 29, oui. 29. Mais la crise de 29, pour moi, 2008, tout le monde l'a traversé. 29, Oui. c'était beaucoup plus difficile. On voit toujours les gens avec les brouettes, En là. situation, Ça, c'était pas la oui, mais, Mais la crise de Il y avait 29, moins vous de dites que c'était richesse, plus hein. difficile. Oui, parce que ça a amené la guerre. Eh oui. mais même avant que ça amène la guerre, ça a amené des gens dans une pauvreté totale. Ils avaient plus Bien rien à entendu, manger, aux États-Unis, vous avez aux eu les... États-Unis, Regardez les gens, raisins de la colère, oui, voilà, donc- le film, bien sûr, de Stanley. Steinbeck. Donc, cette problématique-là, elle n'est pas encore arrivée ici. Mais Je s'il y a un crack, peux vous dire qu'elle s'avance. hein. oui, exactement. Parce que moi, Je pense qu'elle vraiment elle s'avance, j'ai aucun doute. Il y a Je quand même regarde les chiffres combien de millions et de je gens pense en qu'elle dessous du s'avance. seuil de Aujourd'hui, pauvreté? 8 millions. moi j'étais formé par millions. les écoles syndicales, bien sûr. Hein, bon. C'est 100 millions aux Et États-Unis. ce que j'ai retenu, moi, c'est que 100 millions vu la 100 situation dans millions aux laquelle on est, États-Unis. C'est un pays il y a pauvre, les deux solutions. C'est un pays Ou pauvre. on fait un crack C'est ça, le paradoxe. mondial et on met les compteurs à zéro, ou c'est la guerre. Non, il peut pas. Et on s'y achemine si on rend Bien compte sûr. de ce qui se Alors, passe en ce non, moment. j'entends pas. Alors effectivement, je voudrais rappeler juste une chose justement, parce que c'est intéressant de regarder le scénario qui s'est effectivement déroulé en 1929. Ouais. Pourquoi, à votre avis, la guerre prend la guerre sur le territoire de l'Europe prend? Quelles sont les raisons profondes Il y a vous des raisons pensez? économiques, Ah, en 29? le redressement de l'industrie américaine les deux guerres ont été des guerres, plus ou moins des guerres économiques. Ça, c'est Oui, une mais raison. avant ça, pourquoi le nazisme arrive par exemple? Ah bah là, oh, il y a Il a été différents- instigé pour C'est un diviser. contexte Alors, très créer la guerre. particulier. Il y a un contexte compliqué, Ah oui, mais, oui, mais oui. le vrai Il faut facteur remonter déclenchant à la pour vous, République de Weimar pour alors, expliquer tout ça. il faut remonter Il y a le traité de au traité de Versailles, Versailles, qui a voilà, été voilà. extrêmement dur pour les Allemands Voilà. et qui les ont 8 saignés millions, beaucoup 8 millions, trop, ouais. beaucoup trop. Ça, c'est une réalité. Terrible. Mais en Et réalité, une autre réalité c'est pas la qui vient seule. qui vient Non, des États-Unis, non. non? Ah Oui, non, c'est bien pas la sûr. seule. Bien sûr. L'autre raison, c'est le fait que, à l'époque, rappelez-vous, dans ces années 1929, c'est l'essor industriel de l'Allemagne. Oui. Manufacture extraordinaire. Concurrence Et avec. avec quoi se fait cet essor de l'Allemagne? Eh bien, elle se fait avec beaucoup de capitaux américains qui sont investis en quantité. Or, qu'est-ce qui se passe avec la crise? Eh bien, comme je vous ai dit tout à l'heure qu'en Afrique, on avait tout ramassé, que derrière, ça avait été le désordre le plus total et tous les problèmes, c'est qu'en fait, aux États-Unis, ce qui s'est produit, c'est que derrière, ils se sont dépêchés d'aller ramasser l'argent qu'ils avaient en Allemagne. Et donc en Allemagne, eh ben, toutes les entreprises ont fermé et toutes les entreprises ont licencié. Et il s'est trouvé, rappelez-vous, peut-être que certains se sont penchés sur cette époque-là, des troubles colossaux qui se sont installés en Allemagne avec plus de 6 millions de gens à la rue qui travaillaient sans chômage à l'époque, il n'y avait pas d'indemnité. Donc avec des enfants, des familles, etc. dans les rues. Et il y a eu un mouvement aussi bolchevique qui s'est mis dedans aussi. Il y a eu bien sûr vous connaissez, oui Ah ouais. aussi, et vous C'est la connaissez, République de Weimar. et vous connaissez aussi pour certains tout cet affrontement qui ont amené à des sections d'assaut, Sturmabteilung, comme on le dit Et en la allemand, ville de cristal. qui sont les SA, qui ont été formés pour remettre, bizarrement, de l'ordre là-dedans, tellement c'était le bordel, ils avaient peur. Et ces SA, des SA, sont nés aussi les SS, et bien sûr, l'avènement d'Hitler qui est arrivé démocratiquement au pouvoir, Oui, c'est vrai. quasiment, et ça, là ça fait très peur parce qu'on dit l'Allemagne, un des pays qui étaient quand même les plus évolués de l'époque, hein, il est arrivé démocratiquement en Allemagne parce que brutalement au Bundestag, c'est-à-dire l'équivalent de l'Assemblée nationale chez nous, il est passé de... Il avait pas du tout de députés
il est passé à 37% de députés brutalement. Et qu'est-ce qu'a fait le maréchal Hindenburg, qui était à l'époque le président? Il a démissionné. Non, il n'a pas démissionné. Il a appelé, bien sûr, le chef du premier parti, c'est-à-dire celui qui faisait 37%. Ça vous fait peut-être penser quelque chose dans le monde qu'on a actuellement. Et donc, il a fait effectivement venir cette personne-là, donc 37%, et Hitler s'est retrouvé chancelier de l'Allemagne comme ça. Bon, je recadre un petit peu, le cadavre, parce qu'on sort un peu du sujet. On va revenir un peu sur le mais bien sujet sûr, ça nous central, amène à tout ça, c'est bien évident. Et donc, alors, pour un peu conclure, parce que je pense qu'on commence à fatiguer peut-être l'attention de certains, mais donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire par moi, rapport à j'ai ça? des idées. Alors, il y a deux aspects. La monnaie C'est pleine. comment changer les choses par le haut, c'est-à-dire démocratiquement en votant et en essayant d'avoir quelque chose qui soit quelqu'un qui fonctionne, mais aussi comment on peut créer par le bas les conditions d'un renouveau. Alors, par le haut, c'est clair pour le moment, il n'y a pas d'évidence pour le moment encore parfaitement nette. Mais peut-être que demain ça va apparaître. C'est pas impossible parce que je vous rappelle une chose, c'est que par exemple le mouvement des Gilets jaunes a permis de faire miroiter en permanence à la face des gens la justice fiscale, l'évasion fiscale, les niches fiscales excessives, toutes ces choses-là. Et il faut continuer à le faire. Il faut continuer à le faire parce que, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec les LuxLeaks, toutes ces informations-là sur les malversations des banques et autres, elles retombent dans l'oubli presque une semaine après. Et c'est parce qu'elles retombent dans l'oubli que ça ne changera jamais. Parce qu'en fait, ils se dépêchent de repartir dans le même système. Mais oui, c'est ça le problème. Parce que tout le monde oublie, et puis parce que savamment, ils font en sorte que l'on oublie et que l'opacité reste traînante. Donc ça, il faut absolument faire changer les choses. Par le haut, alors par le haut, c'est effectivement appliquer le Glass-Steagall Act, forcer, si quelqu'un, je veux dire, vient aux élections, il faut absolument qu'il oblige toutes les règles qui sont dans le collectif de Roosevelt à les faire appliquer. Hein, c'est mieux surveiller les banques et les risques qu'elles prennent, mettre des AMM, des autorisations de mise marché sur les produits financiers. On en a bien sur les médicaments. Pourquoi on ne vérifierait pas plus la qualité des produits financiers qui sont fournis? C'est quand même important. Bon, interdire les produits dérivés, il y a plein de choses. Nationalisation totale ou partielle de certaines banques. Donc on a dit scinder les banques entre les activités de banques traditionnelles et de banques d'affaires. Et nous, ne mettre notre argent que dans les banques traditionnelles et surtout pas aller jouer l'argent à la roulette russe dans des banques d'affaires qui cherchent à spéculer, à faire le maximum de profit. Parfois de manière que vous n'imaginez pas, sur votre dos, en faisant travailler des gens dans des conditions épouvantables à l'autre bout de la planète, et en plus en revendant les produits ici au détriment de produits que nous on pourrait fabriquer. Donc vous voyez, il y a tous ces aspects-là qu'il faut assumer aussi chacun, et ça c'est très important. Et pour aller dans des banques traditionnelles, alors vous allez me dire, mais regardez BNP Paribas, ici tout le monde a connu BNP toute seule, et Paribas de l'autre côté. Oui, c'était la banque. Ça existait bien sûr la BNP toute seule. Oui. Mais pourquoi ces deux-là se sont-ils accoquinés, à votre avis? Pour utiliser votre argent et éventuellement le jouer aussi à l'économie casino. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que la BNP Paribas s'est effondrée. Parce qu'une banque d'affaires jouant l'argent, vous imaginez bien que quand Paribas a réussi à s'infiltrer dans la BNP, eh bien, elle a dit, pouf, super, je vais pouvoir risquer encore beaucoup plus d'argent parce qu'il y a un pactole là et sur lequel je repose et je suis tranquille. Sauf qu'ils ont tout effondré tellement la cupidité était plus forte et cette avidité au gain était tellement énorme et qu'il n'y avait pas de barrière et de régulation, ils ont pu faire ça. Alors, une banque, un exemple, à l'heure actuelle, si alors donc séparer les banques, c'est clair, mais ça il va falloir le demander. Et il va falloir que les Gilets jaunes montent au créneau là-dessus. Et ça, je suis certain
que c'est eux qui devront monter. Et en imposant aux politiques de faire la clarté là-dessus. Donc il va falloir des grosses manifestations devant Bercy, devant partout. Ça c'est important. Il faut des convergences, pas tout Hein seul. Il faut des convergences. C'est le but final en fait que j'attends, moi, c'est effectivement, d'accord, quel message on construit pour convaincre les gilets jaunes, convaincre les abstentionnistes, comment construire un message suffisamment clair pour répéter tout ça simplement. Oui, tu vas nous construire un petit jaune. On peut réfléchir là-dessus. J'ai fait un petit jaune, la création monétaire, que tu as peut-être vu. Alors oui, bien sûr. Alors on me dit, les gens ils comprennent rien pour la plupart. Oui. Donc on ne parle pas à ceux qu'on devrait convaincre. Bien Donc sûr. l'idée c'est comment on arrive à convaincre ceux qui ne savent pas du tout ça, par un message simple et clair, pour qu'ils viennent à se poser la question, tiens, comment ça se fait que c'est comme ça? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc il faut élaborer quelque chose pour que les gilets jaunes puissent s'en emparer. Bien sûr. Mais aujourd'hui, le sujet, les gilets jaunes, ils ne peuvent pas s'en emparer parce qu'ils ne le maîtrisent pas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et les gilets jaunes, ils ne peuvent pas le faire tout seuls aussi. Donc on a besoin de convergences. On a besoin de gens comme toi qui vont nous aider à comprendre mieux tout ça. Et puis tous les gens qui sont ici, on comprenne encore un peu mieux aujourd'hui. Et nous, petit à petit, ça fait tache d'huile. Voilà, tout à fait. Mais moi, je voudrais qu'on fasse un petit jaune là-dessus. Est-ce que j'étais totalement opaque et incompréhensible? On n'a rien compris. Il faudrait que tu recommences dès le début.